1, 2, 1, 2, ça marche? Oui. Bonjour à tous, je vais vous demander de regagner votre place, s'il vous plaît. Un, deux. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Merci de regagner vos places, on va aussi fermer les portes. Allez, c'est parti, on y va. Merci à toutes et à tous, bonjour. Très chers amis de la francophonie, bienvenue à cet atelier conférence sur la francophonie scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle que je vais avoir le plaisir d'animer avec trois spécialistes de l'intelligence artificielle que j'aurai également donc le plaisir de présenter tout à l'heure. Mais avant, je souhaiterais revenir sur les conclusions et les recommandations des deuxièmes assises de la francophonie scientifique qui ont eu lieu au Caire tout juste un an. L'Agence universitaire de la francophonie avait invité plus de 150 experts de ses réseaux membres, des enseignants-chercheurs et des experts partenaires pour explorer les avancées de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. En particulier dans 5 disciplines, les sciences de la santé, les sciences de gestion, les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et les sciences sociales. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vous résumer les 30 heures de discussion qui ont eu lieu pendant ces ateliers, mais de vous présenter 4 recommandations majeures formulées par nos experts, quelques cas concrets qui ont présenté notamment dans les ateliers et illustrent les promesses et les défis de l'intelligence artificielle dans l'enseignement de ces disciplines. Dans tous les ateliers, les experts sont unanimes. Il faut promouvoir les pratiques éthiques et inclusives et mettre en place des cadres normatifs à l'usage et au développement de l'IA. En particulier dans l'atelier en sciences de la santé,
qui a réuni 33 spécialistes du réseau de l'AUF, secteur académique, de la santé et des technologies innovantes. Tous les experts de ces ateliers s'accordent à dire que l'IA joue un rôle significatif dans le secteur de la santé, au point de devoir revisiter les recommandations et les orientations stratégiques adoptées jusque-là. Les experts en santé précisent qu'il faut assurer que dans leur conception, les algorithmes de diagnostic donc formés sur des données diversifiées, évitant des biais et garantissent des soins équitables pour tous. Mais également dans l'utilisation de l'IA dans la délivrance de soins, en veillant à la protection des données personnelles et au consentement éclairé. Les experts de l'atelier en sciences de gestion sont aussi unanimes sur le sujet. L'IA peut poser des risques éthiques et juridiques dans la gouvernance des universités, notamment avec des risques de profilage, de discrimination et de protection des données. Ils préconisent la mise en place de cadres juridiques pour garantir les algorithmes de prédiction et de gestion des ressources humaines, traitant toutes les informations de manière équitable et transparente. Enfin, la mise en place de directives éthiques et inclusives a également été encouragée par les experts en sciences sociales. Si les données pour former des algorithmes contiennent des préjugés historiques et culturels, il y a de fortes chances que l'IA renforce ces stéréotypes existants, faussant ainsi la compréhension des phénomènes sociaux. L'IA ne ferait alors que perpétuer de biais et des représentations racistes et sexistes. Une autre recommandation où les experts sont unanimes, il faut former de nouvelles générations d'enseignants, chercheurs formalisés et familiarisés au concept de l'IA et aux nouvelles pratiques pédagogiques. Cela a été mis en évidence dans l'atelier santé, en particulier avec l'introduction de plateformes d'apprentissage adaptatif qui proposent des exercices de simulation personnalisés en fonction des besoins et des niveaux des étudiants en médecine. Également, la préparation à la pratique clinique de l'IA est utilisée pour simuler des situations cliniques complexes qui peuvent être générées en temps réel. Dans l'atelier des sciences de l'ingénieur, qui a réuni 28 spécialistes du réseau de l'AUF de différents secteurs comme la nanoscience, la nanotechnologie, la physique quantique, la biologie et l'agronomie, les experts mettent en avant que les parcours de formation scientifique et ingénieurs doivent intégrer totalement l'IA et que pour rester compétitives, les universités doivent créer des incubateurs dédiés à l'IA, offrant des ressources, des formations et des mentorats au développement de start-up pour attirer les talents fondamentaux comme l'ont fait le MIT ou Stanford. Les entreprises innovantes sont aujourd'hui à la recherche d'ingénieurs avec des compétences en apprentissage profond et réseaux neuronaux, et les universités doivent pouvoir s'aligner sur ce nouveau marché par des formations de pointe. Cependant, pour pouvoir prétendre devenir en capacité de proposer des nouveaux modèles d'apprentissage basés sur l'IA et d'en maîtriser les contours, il est nécessaire que les universités investissent dans des infrastructures technologiques et numériques de pointe. Et selon les experts de l'atelier en sciences humaines, cela viendra accentuer la fracture numérique, intensifier les inégalités déjà existantes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Puis, les ateliers ont tous mis en évidence la nécessité d'adopter une démarche pluridisciplinaire et pour certains, une démarche transdisciplinaire dans la formation, la recherche et l'innovation en intelligence artificielle. En sciences de l'ingénieur, les experts soulignent que l'interdisciplinarité est indispensable pour la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs polyvalents, facilitant ainsi la collaboration entre ingénieurs, data scientists, experts éthiques, économistes, sociologues pour aborder les défis complexes. Les experts dans les sciences de la santé et les sciences humaines vont plus loin. Ils sont convaincus que pour la résolution de défis complexes tels que le changement climatique, la pauvreté, la santé mondiale, l'interdisciplinarité ne suffit pas. Une approche transdisciplinaire créant de nouvelles structures conceptuelles, théoriques, méthodologiques est incontournable pour développer de nouveaux modèles fondationnels de l'IA, plus puissants et évitant des biais. Cette approche est de plus en plus développée dans les sciences de la santé. Certains algorithmes en IA qui permettent la détection précoce de maladies sont conçus sur des modèles d'apprentissage capables d'analyser de vastes ensembles de données médicales, environnementales et sociales afin de prévenir les maladies telles que le cancer.
Pour la plupart des experts, les experts s'entendent dire que l'IA demain adoptera tous ces nouveaux modèles transdisciplinaires. Enfin, sur la question de la francophonie et du plurilinguisme et la valorisation des sciences en français, le verdict est sans appel. Les experts affirment que si nous laissons l'IA avec des biais cognitifs et culturels d'une seule langue, nous tomberons alors dans l'uniformisation de la pensée, limitant ainsi l'innovation et la créativité recherchée par l'IA. Les 25 experts de l'atelier en sciences humaines ont exprimé leur inquiétude à ce sujet. Les experts s'accordent à dire que les IA actuelles sont construites sur des modèles fondationnels anglo-saxons et que ce biais est en opposition avec le pluralisme de leur discipline. Ils s'entendent à reconnaître que les algorithmes existants de l'IA, issus du seul prisme de la langue anglaise, réduisent la représentation des subtilités humaines et quantitatives, plus adaptées à l'évaluation des performances recherchées aujourd'hui. Les experts sont unanimes sur le sujet. Quelle que soit la discipline, il faut diversifier les œuvres, les corpus de données scientifiques et en d'autres langues pour corriger ces biais. Il faut faire de l'IA un outil universel permettant d'assurer la pérennisation des cultures et du plurilinguisme. Pour finir, les experts en sciences humaines sont catégoriques. L'IA doit participer à l'amélioration de la découvrabilité des contenus avec le développement d'algorithmes qui mettent en valeur la diversité culturelle et scientifique que promeut la francophonie, indispensable dans la valorisation des sciences plurilingues et bien entendu en langue française. Les experts estiment que l'avenir de l'IA devra passer par la construction de modèles fondationnels issus de la collaboration de scientifiques de divers aires linguistiques. Vous pourrez retrouver notamment toutes ces recommandations et bien d'autres donc dans la synthèse complète des Assises de la francophonie scientifique 2022 sur notre site internet, le site donc, de la SMSF de 2023, dans la rubrique ressources documentaires. Donc vous avez le document, donc vous pouvez le lire donc, en ligne. Mesdames, Messieurs, j'espère que ces recommandations vous seront inspirantes et que le travail mené par ces experts issus de 40 pays de la francophonie scientifique pourra vous aider à tracer la voie d'un avenir de la francophonie scientifique éclairé et responsable donc à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais donc là, je vais m'adresser donc à nos spécialistes. Donc, puisque je ne sais pas si évidemment tout ce que je viens de vous dire est encore d'actualité, c'est-à-dire fait partie du présent donc, ou du futur, et nos spécialistes ici vont nous le dire. Et vous avez pu aussi remarquer notamment que les spécialistes, les experts en sciences sociales avaient tendance à dire que le monde de l'IA était plutôt un monde masculin, et aujourd'hui nous allons avoir notamment 3 spécialistes femmes travaillant dans ce sujet, donc ça c'est formidable. Voilà, donc nous allons commencer par Florentina. Florentina est à distance. Bonjour Florentina. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends. Alors, Florentina Armazelou est chercheuse scientifique au Luxembourg Center for the Contemporary on Digital History à l'Université du Luxembourg. Bonjour Nadia. Nadia est professeure adjointe du département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Laval. Et Aurélie Jean est docteure en sciences, entrepreneuse et autrice spécialiste en sciences algorithmiques. Je vais vous laisser la parole, Florentina. Florentina va prendre la parole et nous présenter l'IA au passé, retour et prospective autour de l'intelligence artificielle comme champ disciplinaire. Vous avez 15 minutes, Florentina. Merci. Est-ce que c'est visible la présentation? J'espère. Donc, si, on la voit très bien. D'accord. Merci pour cette invitation, mesdames, messieurs, bonjour. Ma présentation portera sur le thème de l'IA au passé et de l'intelligence artificielle comme champ disciplinaire. Les points de départ consisteront en quelques exemples de réponses générées par des agents conversationnels tels que ChatGPT et Stable Diffusion. La discussion poursuivra avec une réflexion sur l'histoire de l'IA en chronologie inversée
du présent jusqu'à ses débuts. Le retour vers le futur visera en particulier la manière de concevoir la connaissance et l'impact de l'IA sur cet aspect de notre société. Le choix de ChatGPT, version GPT 3.5, a été déterminé par son accès libre via un compte OpenAI. La conversation illustrée ici est issue de la question: pourriez-vous dresser une courte histoire de l'intelligence artificielle du présent à ses débuts? La réponse propose un trajet à rebours de l'histoire de l'IA des années 2020 jusqu'aux années 50. On parle par exemple des assistants vocaux Siri et Alexa, de la reconnaissance faciale, des voitures autonomes et des avancées en matière d'apprentissage, de traitement de grandes quantités de données et de matériel informatique de pointe. Ils sont mentionnés aussi les progrès de l'informatique médicale, de la robotique, des systèmes experts des années 80-90, ainsi que l'hiver de l'IA survenu à cette époque. Finalement, on se penche sur le début de l'IA et sur la contribution des pionniers du domaine dans les années 50-60. L'objectif de ce type de conversation a été d'expérimenter avec un agent conversationnel capable de produire des images en réponse à un texte. Pour cela, j'ai utilisé Stable Diffusion via deux interfaces web, ClipDrop et Playground, l'une en essai gratuit limité, l'autre en accès libre. Les images montrées ici ont été produites en réponse à la question: pourriez-vous générer une image pour représenter l'histoire de l'intelligence artificielle? Plusieurs styles sont disponibles via l'interface. Par exemple, dessin au trait, en haut à gauche, la tête humaine rappelant les circuits imprimés d'une micropuce, ou pas de style. En dessous, la tête robotique connectée à des textes et à des diagrammes, symbole possible de la connaissance incorporée par la machine. D'autres choix illustrés ici sont modèle 3D, art pixel, animé, bande dessinée, punk néon, fantasy et art numérique. Les images générées ainsi semblent inclure en toile de fond un contexte, le laboratoire, la bibliothèque, le prototypage, ou des espaces et des portraits étranges, faisant penser parfois aux représentations dystopiques des films de science-fiction, tels que Metropolis ou La guerre des mondes. Ce qu'on pourrait relier peut-être à la peur ancestrale de l'homme à l'égard de non-humains, qu'ils soient technologiques ou autres. Pour autant, il ne s'agit pas de caractériser ces agents en tant que porteurs de ce genre d'intentionnalité artistique. Leur propriété s'appuie sur des technologies de date récente nommées modèles de langage de grande taille, LLM. Ces modèles sont construits en utilisant des réseaux neuronaux aux milliards de paramètres, entraînés sur des centaines de terabytes de texte provenant de l'Internet. Le plus souvent, le but de l'entraînement est de prédire la continuation la plus probable d'une séquence donnée de mots. Les architectures les plus répandues à l'heure actuelle sont les transformers, basés sur des mécanismes qu'on appelle d'attention, qui permettent la parallélisation et nécessitent moins de temps pour l'entraînement. Des approches hybrides ont vu déjà le jour. Il y a des applications diverses des LLM dans des domaines de recherche tels que la génération de textes, la traduction automatique ou la gestion des questions-réponses. ChatGPT, qu'on vient de montrer, fait partie de la catégorie d'agents conversationnels capables de répondre, entre autres, à ce type de tâches. D'autres systèmes, comme Palm, présentent des propriétés intéressantes pour le raisonnement par inférence logique en plusieurs étapes, applicables à la résolution des problèmes mathématiques et pour la génération et le débogage du code source. Une autre méthodologie,
ciblant les systèmes spécialisés de dialogue de la famille lambda, vise à intégrer des recommandations de contenu basées sur l'ancrage factuel afin de référencer et de vérifier les réponses par rapport à une source connue. Les systèmes de type Wilber, Flamingo et Stable Diffusion comportent quant à eux des mécanismes d'apprentissage automatique multimodal qui combinent les données textuelles et visuelles. Finalement, les systèmes destinés aux interactions du monde physique, comme SeiCan, se servent de l'interprétation du langage naturel pour l'exécution des tâches robotiques. Quelle puissance de calcul est nécessaire pour entraîner et gérer ce type de modèle et pourquoi ce genre de traitement n'était-il pas possible auparavant? Selon le Conseil de l'Europe, la discipline de l'IA a connu un essor considérable depuis les années 2010. Cela notamment grâce à l'accès à des volumes massifs de données et à l'efficacité des processeurs de cartes graphiques qui ont permis d'accélérer le calcul des algorithmes d'apprentissage. Les victoires d'AlphaGo contre le champion européen de Go en 2016 ont été dues à une architecture de réseaux neuronaux profonds entraînée sur des millions de positions provenant de parties jouées par des experts humains. Quant à Watson, qui a remporté les parties contre deux champions du Jeopardy en 2011, il était basé sur DeepQA, une architecture probabiliste massivement parallèle, une large quantité de données et une variété de sources, incluant des encyclopédies, des dictionnaires, des articles de presse, des œuvres littéraires, des bases de données et des ontologies. Ces succès témoignent d'un changement de paradigme par rapport au système expert. Il s'agit de l'apprentissage machine et en particulier de l'apprentissage profond et des techniques inductives pour découvrir des règles à partir d'une quantité massive de données. Des programmes de recherche en réseaux neuronaux comme celui initié en 2003 par Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio et Yann LeCun au Canada et aux États-Unis ont beaucoup contribué au développement de ce sous-domaine de l'IA. À la fin des années 90, l'optimisme à l'égard de l'IA était de retour. En 1997, Deep Blue battait le champion du monde aux échecs. Bien que ce succès s'appuyât sur une approche de la force brute, c'est-à-dire sur la simulation des millions de jeux possibles et le choix du meilleur résultat, il marquait quand même un moment symbolique dans les annales de l'IA en tant que discipline. D'autant plus que le domaine venait de sortir du deuxième hiver de l'IA des années 87-93, où les méthodes d'acquisition des connaissances et la puissance de calcul des ordinateurs ne semblaient plus alignées aux exigences et à la complexité des tâches à résoudre. Cependant, la génération des systèmes experts de cette époque, comportant une architecture à base de connaissances et un moteur d'inférence, avait produit des résultats intéressants dans des domaines tels que la médecine, la géographie et la chimie. Cela représentait un nouvel essor après la première stagnation des années 70, présagée par des comptes rendus comme celui de James Lighthill en 1972, qui considérait que les grands espoirs des années 50 et 60 étaient encore très loin d'avoir été réalisés, et cela dans beaucoup de champs d'investigation considérés. Les grandes attentes des années 50-60 étaient alimentées par l'enthousiasme entourant la construction des premiers systèmes d'usage général, envisagés à être capables d'imiter les protocoles humains de résolution de problèmes. De notre côté, la conception des premiers systèmes experts de cette époque, utilisant des connaissances spécialisées, s'annoncera prometteuse dans des domaines tels que la médecine, la chimie, la compréhension du langage naturel. Ces promesses tiraient leur origine de l'acte même de naissance de la discipline, c'est-à-dire de l'atelier en intelligence artificielle organisé par John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon et Nathaniel Rochester à Dartmouth College en 1956. Ces fondateurs du domaine affirmaient que, je cite, « chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent en principe être décrits
avec une telle précision qu'une machine peut être faite pour les simuler. Cela représentait la concrétisation des idées formulées dans la période de gestation de l'intelligence artificielle des années 40-55. Par exemple, Alan Turing préconisait déjà les techniques d'apprentissage machine en imaginant des programmes pour simuler l'esprit de l'enfant. Warren McCulloch et Walter Pitts, quant à eux, considéraient que, je cite, « les événements neuronaux et leurs relations peuvent être traités par la logique propositionnelle ». En retournant vers ce qui, à l'époque de ces premières articulations, représentait encore le futur, je ferai référence à 4 concepts qui semblent jalonner l'évolution de l'IA. L'intelligence humaine est une capacité mentale très générale qui inclut, entre autres, la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite et d'apprendre de l'expérience. L'intelligence artificielle étroite renvoie à des fonctions spécialisées et à une gamme restreinte de situations que la machine peut gérer à des niveaux comparables à la performance humaine. Par exemple, dans des applications qu'on voit aujourd'hui, telles que les assistants vocaux ou les voitures à conduite autonome. L'intelligence artificielle générale et le sens commun de la machine sont des caractéristiques encore à atteindre. Cela inclut la capacité de généraliser les connaissances acquises et de les transférer d'un contexte à l'autre, ou la capacité d'utiliser des modèles du monde pour combler les lacunes et compléter des informations autrement indisponibles à travers la perception ou la mémoire. Des expérimentations récentes avec des agents conversationnels comme GPT-4 ont mené les chercheurs à affirmer que ce type de système présenterait des étincelles d'intelligence artificielle générale et de sens commun. Ce sont des observations et des attentes qui font penser aux desiderata de l'IA formulés par les pionniers du domaine il y a plus de 60 ans. Si l'optimisme à l'égard des nouvelles opportunités créées par l'IA est indéniable, il y a également des défis que les interactions récentes avec des technologies comme les modèles de langage de grande taille ont rendus plus tangibles. Il s'agit entre autres des considérations de nature éthique, de vie privée, de sécurité et d'équité, mais aussi des questions de la transparence et l'explicabilité des processus de représentation et de construction de connaissances inhérents à ces systèmes. Pour conclure, je reviens à 2 images générées par Stable Diffusion en réponse à ma question sur l'histoire de l'IA. L'une évoque une version robotique de Janus, le dieu à double visage de la mythologie romaine, symbole des passages, de la transition et du lien invisible entre le passé et l'avenir. L'autre, par son amalgame de figures et de lettres morcelées, non intelligibles, rappelle l'assemblage des fragments de corps non identifiables de l'invention de Frankenstein. C'est au temps présent de tracer la voie du demain de l'histoire de l'IA sous le signe de Janus ou de la créature de Frankenstein. Je vous remercie. Merci beaucoup Florentina. Nous allons passer, je vais demander notamment à Madame Nadia Nafi. Donc, je reprends les lieux, pardon un petit peu, qui va nous présenter notamment l'IA au présent, enjeux et réflexions sur la nature et le rôle de l'enseignement à l'ère de l'IA. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais juste approcher le micro pour s'assurer que tout le monde m'entend. Donc bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du rôle de l'enseignant dans ce monde d'IA. Je ne vois pas mes diapos, est-ce qu'elles sont lancées? Parfait.
Ça fait plusieurs années qu'on en parle. On n'est plus fournisseur de contenu en enseignement supérieur. On est architecte de compétences et des parcours d'apprentissage. Notre objectif, encore une fois, en enseignement supérieur, c'est de développer des citoyennes et citoyens actifs, apprenant à vie, tout en cultivant leur bien-être, qui vont impacter positivement l'avenir de nos pays francophones et au-delà par leur contribution pour un monde plus éclairé, inclusif, équitable et durable. C'est notre objectif de l'enseignement supérieur. Mais il faut faire un pas en arrière, et puis poser la question du côté des apprenants. Mais qu'est-ce que nos apprenantes et apprenants ont besoin et veulent de l'enseignement supérieur? Surtout qu'on est dans un monde où tout est en train de changer. Tout est en train d'être bouleversé par l'IA. Les investissements sont énormes et on les voit à tous les jours. Et puis aussi, on a toute la question de la transformation de l'emploi. Les emplois, d'après le Forum économique mondial, d'ici 2027, il y a 25% des emplois qui vont être transformés. On sait qu'on est en train de parler de compétences futures, mais on ne sait même pas comment ils vont avoir l'air, ces emplois-là, et puis quelles sortes de compétences on veut développer chez nos apprenants. Donc, il y a toute cette transformation-là qui est en train de se passer. Nos apprenants, nos apprenantes doivent être aussi les personnes qui sont présentement dans le milieu de travail, ou les jeunes qui vont se joindre à ce milieu de travail doivent pouvoir s'intégrer et puis faire partie de ce monde-là en plein essor, plein transformation. Mais aussi, c'est pas juste la transformation des emplois, mais aussi on est dans un défi, on est tout un changement concernant notre rapport à la réalité. Jean-Luc Degelée dit l'expression « il faut le voir et l'entendre de sa propre voix pour y croire » est révolue. On a vu passer la photo du pape qui a été manipulée par l'intelligence artificielle. On a entendu parler de Meta qui s'est associé à des célébrités pour créer des assistants intelligents qui vont converser avec le grand public. Mais à un moment donné, est-ce qu'on est en train de parler avec l'assistant intelligent ou bien avec la vraie personne? Est-ce qu'on est perdu dans tout ça? L'intelligence artificielle, l'humain l'a utilisée dans toutes ses formes, et puis en train de l'utiliser dans toutes ses formes. On parle de l'hypertrucage, et puis l'hypertrucage, c'est une technologie extraordinaire. On arrive à créer des vidéos d'audio de personnes qui sont en train de faire et dire des choses qu'elles n'ont jamais faites ou dites. Et puis, on peut l'utiliser d'une façon très, très, très bienveillante, comme par exemple dans la galerie, dans l'exposition de Dali, il accueille ses visiteurs à travers des vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Après l'explosion du port à Beyrouth, au Liban, une chaîne de télévision qui a créé un deepfake ou un hypertrucage qui représentait les victimes qui sont en train de demander la justice. Il y a eu une entrevue avec Steve Jobs, bien après son décès, où on est en train de continuer à inspirer des générations. On utilise aussi l'intelligence artificielle et puis la technologie d'hypertrucage pour animer des photos de personnes perdues qui va faciliter ou bien aussi créer l'empathie pour trouver et puis vraiment encourager les personnes à trouver ces personnes disparues. Et puis, je crois qu'une bonne partie d'entre nous qui a suivi le saga de Rapide et Dangereux lors du décès de Paul Walker, on a pu le revoir dans les films grâce à l'hypertrucage et puis grâce à l'intelligence artificielle. Mais en parallèle, l'humain aussi, s'il décide, et puis si elle décide, utilise l'intelligence artificielle d'une façon vraiment très négative. Et puis le potentiel des hypertrucages, des deepfakes, d'être utilisé comme une arme est devenu réel. C'est pas juste une illusion. On le voit, je fais la recherche autour, et puis c'est un vrai défi qu'on est en train de vivre présentement. Donc, dans un monde où le monde de travail est en train de changer, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, s'il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent, mais aussi notre rapport avec la réalité est en train d'être bouleversé. Notre rôle comme enseignant, c'est de réfléchir à ce qu'il faut enseigner, parce qu'on n'est plus fournisseur de contenu, on est en train vraiment de réfléchir aux différentes compétences dans ce monde d'IA, et avec quelle approche et quoi et comment évaluer pour garantir une réelle valeur ajoutée pour nos apprenantes et apprenants. Et puis, j'insiste sur la question de la réelle valeur ajoutée parce que on sait très bien que nos institutions sont en compétition avec
toutes les différentes entreprises, toutes les différentes instances qui sont en train de créer des formations. Et on a des pleins d'apprenants et apprenantes qui sont en train de se créer leur propre menu hors de nos institutions. Donc, pour garder notre valeur, comment réfléchir l'enseignement et puis réfléchir aussi l'évaluation, parce que ça fait une grosse partie de notre enseignement. Mais pour le faire, nous-mêmes, on a besoin d'entrer dans un développement professionnel continu, encore une fois, pour garantir cette réelle valeur ajoutée. Donc, toute cette réflexion autour comment les personnes enseignantes vont pouvoir développer leurs compétences pour enseigner à travers, à l'aide, mais aussi à propos de l'IA. Donc, il y a tous les différents niveaux qu'on doit réfléchir comme enseignants qui sont en train de développer notre rôle. On est entouré par plein d'outils. Et encore une fois, ce sont des outils, pour moi, ce sont des outils extraordinaires si on arrive à les utiliser, tout d'abord. Donc, on doit commencer à se familiariser avec ces différents outils, mais aussi les utiliser d'une façon éthique, critique et responsable. Parce que on a mentionné toute la question des données et les risques qui sont autour de la fracture numérique, ainsi de suite. On parle de l'agent conversationnel, on parle des différents générateurs, que ce soit de texte, images, de code, de vidéo, de design, de voix, de musique, ainsi de suite, qui nous donnent des pouvoirs, qui nous capacitent dans notre travail de tous les jours pour vraiment réfléchir les différentes expériences d'apprentissage et puis créer des expériences d'apprentissage qui vont répondre à nos apprenants et apprenantes, mais aussi les préparer parce qu'à travers les outils qu'on va utiliser, on va les familiariser à ce qui s'en vient. Donc déjà mettre ça dans nos cours, ainsi de suite. Mais on a besoin de développer nos propres compétences. Je vous montre un exemple. Ma collègue, tantôt, elle a montré des exemples d'images qui ont été générées à travers un logiciel. Moi, j'ai travaillé avec DALL-E 3. Et puis, ça, ce sont des versions. Et puis, vous allez voir, durant toute ma présentation, ce sont du visuel, sauf une, des visuels qui ont été générés par DALL-E 3. DALL-E 3 qui appartient à OpenAI. Et puis, c'était vraiment une collaboration entre moi et l'outil, parce que j'avais une vision, et puis je voulais que l'outil l'illustre. Et puis, c'était un dialogue entre nous deux pour pouvoir évoluer. Mais en même temps, à un moment donné, les images qui sortaient avait un certain biais. Et puis, j'ai dû ramener l'outil à des représentations que je cherchais. Donc, il y a toute la réflexion critique. C'est pas, quand on a des résultats à partir de ces outils, c'est vraiment comme comprendre comment travailler avec ces résultats et puis comment naviguer ces différents outils d'intelligence artificielle pour arriver, puis vraiment nos capacités, puis arriver au super pouvoir qu'on veut développer. Le but, c'est arriver à un moment où on va pouvoir l'humain, collaborer avec l'IA et le numérique pour créer une intelligence augmentée qui va s'assurer de créer une expérience d'apprentissage et des évaluations qui sont personnalisées, qui sont adaptatives, accessibles et inclusives, qui garantissent une réelle valeur ajoutée, puis j'insiste sur ceci, pour les apprenantes et apprenants et assurent un transfert dans le monde réel. Et puis, toute cette collaboration, c'est comme une danse à deux qu'on a avec l'intelligence artificielle. Quand on en parle dans nos institutions, la première perception, on a du corps enseignant et puis des enseignants, c'est que on a toujours la résistance au changement. Elles vont commencer par dire ah non merci, ça fonctionne très bien, pourquoi on va changer? On est bien occupé, on veut pas aggraver la fracture numérique existante, elle vient avec des risques, ainsi de suite. Oui, on en a, c'est ceci, mais derrière ces réflexions-là, derrière ces réponses, qu'est-ce qu'il y a? On croit parfois, et puis on oublie, ou bien on s'imagine comme si le rôle de l'enseignant, la personne enseignante dans ce monde qui est en pleine évolution, se passe dans un vide. Mais si encore une fois, on fait un petit pas en arrière et puis on repart voir les différentes théories, puis ici, je vous donne des exemples de théories qui examinent la performance humaine dans un système. Okay? On appartient à un système comme la cybernétique, la théorie générale des systèmes, le modèle écologique du développement humain, la théorie de systèmes sociaux, les organisations apprenantes et l'ingénierie de la performance. Ça, c'est d'où je viens. Moi, ça, c'est mon domaine. Il nous rappelle que notre performance, notre rôle ne se construit pas dans un vide. On appartient à un système. Et ce système, il est formé à plusieurs niveaux. Donc, la personne enseignante et ce rôle se construit au cœur d'une équipe pédagogique qui fait partie d'une faculté et d'un département, qui fait partie aussi, qui est en train d'interagir avec des processus qui sont mis en place
fait partie d'une institution, et puis il y a le gouvernement. Et puis tous ces différents sous-systèmes qui sont en train d'interagir ensemble, qui affectent et puis influencent le développement du rôle de l'enseignante et de la personne enseignante au cœur de ce monde d'IA. Le focus, d'habitude, on se penche sur, OK, on veut absolument que nos personnes, nos enseignants développent leurs compétences. Parfait. Comment on peut développer leur expertise pour qu'elles puissent, et puis ils puissent explorer ces différents outils, leurs capacités. Comment on veut pouvoir les motiver de vraiment sortir de leur zone de confort et puis essayer ces outils-là. Comment s'assurer que leur mission, leur but s'alignent avec la mission et le but de notre institution, et ainsi de suite. Mais parfois, on oublie que ces mêmes questions, on doit les poser aux différents niveaux. Donc, on doit se poser la question, quelles sont les compétences de l'équipe pédagogique pour accompagner nos enseignants et puis les enseignantes et enseignants. Quelles sont aussi les capacités et puis les expertises de la faculté du département. Comment les processus font de sorte qu'elles sont créées et puis designées pour que ça accompagne et puis ça capacite ces personnes enseignantes. Encore une fois, on pense aux institutions, on pense au gouvernement. Donc, à chacun des niveaux, on doit se poser les questions. Un des outils que j'utilise dans mon travail et puis que je trouve super intéressant, c'est pour cela que je le partage avec vous, c'est la matrice de diagnostic des performances de Swanson. C'est une adaptation de la matrice originale. Et puis, ce qu'elle aide à faire, c'est d'aller chercher ces différents niveaux avec les différentes variables et puis trouver des intersections où on va pouvoir poser des questions. Et puis, on sait très bien, pour avoir les réponses efficaces qu'on va pouvoir vraiment utiliser, on a besoin de poser les bonnes questions. Si on ne pose pas les bonnes questions, on ne va jamais avoir les réponses, on ne va pas recevoir les réponses dont on a besoin pour vraiment amener un changement dans notre milieu. Donc, c'est vraiment aller chercher les différentes intersections entre les niveaux et les variables et puis poser des questions qui sont pertinentes à notre contexte et puis là où on veut aller. Je vous donne un exemple de question. Si on prend, par exemple, le niveau gouvernemental, avec la variable mission-but, on peut poser une question comme « Comment le gouvernement peut-il façonner une vision collective et des stratégies politiques qui catalysent l'intégration harmonieuse de l'IA dans l'enseignement ?» tout en mettant l'accent sur l'autonomisation des personnes enseignantes et l'adaptabilité des approches pédagogiques pour répondre aux besoins dynamiques des groupes apprenants dans une ère d'IA et du numérique en plein essor. Donc, il y a différents éléments qu'on doit absolument aller explorer et puis comprendre et puis voir qu'est-ce qui est en train de se passer du côté du gouvernement pour assurer une utilisation éthique et critique responsable de l'IA pour réfléchir notre approche pédagogique, ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau. On a parlé de l'enseignant, l'enseignante qui font partie d'un système, mais dans nos présentations, depuis le matin, on parlait d'un écosystème. On fait partie d'un écosystème avec différents systèmes qui interagissent ensemble. Il y a plein d'interactions, différents niveaux, différentes intensités, mais peu importe ces différentes intensités, il y a un effet direct et indirect sur le développement du rôle de l'enseignant, de la personne enseignante qui est affectée par les décisions qui sont prises, par les interactions, par les échanges, par aussi les défis et puis les murs qui parfois sont en train de se dresser en face de le développement de ces personnes-là. Ryan Roslansky, qui est le PDG de LinkedIn, avait fait une présentation début octobre. Et puis, je vous amène une citation. Elle est un peu longue, mais je trouve qu'elle est très pertinente pour notre contexte aujourd'hui. Il dit « Aujourd'hui, l'Internet ne se définit plus comme une nouveauté, mais par l'ensemble des activités qui l'englobent. Achats, rencontres, communication et bien plus encore. Il en sera de même pour l'IA. Nous ne discuterons plus de l'IA en elle-même, mais de toutes les façons dont elle transforme et redéfinit notre manière de travailler, d'apprendre et de vivre. Et c'est à nous qu'incombe la tâche d'écrire ces nouvelles règles du jeu. La direction que nous, en tant que société, prenons à l'ère de l'IA n'est pas encore décidée. Ce n'est pas inévitable. C'est littéralement entre nos mains, ici même, pour définir la prochaine décennie du siècle. Imaginez ce qui est possible si nous faisons les bons choix. Nous allons changer des générations, mais tout commence ici, maintenant, avec les personnes dans cette salle. J'ai adapté son discours pour vous dire, c'est à nous qu'incombe la tâche d'écrire les nouveaux rôles des personnes enseignantes. La direction que nos enseignantes et enseignants prendront à l'ère de l'IA et du numérique n'est pas encore décidée. C'est littéralement entre nos mains,
ici même. Nous allons transformer, équiper, autonomiser des générations, mais tout commence ici, maintenant, avec les personnes présentes dans cette salle. Finalement, développer le rôle de la personne enseignante pour qu'elle puisse utiliser puis être créative avec l'IA et puis l'utiliser d'une façon éthique, critique et responsable, c'est beaucoup plus qu'une danse à deux. Merci. Merci Nadia. Alors je vais me rattraper parce que je n'ai pas présenté Nadia, me semble-t-il. Donc Nadia est professeure adjointe au département d'études de l'enseignement de l'apprentissage de la faculté des sciences et de l'éducation à l'université de Laval. Il ne semble pas t'avoir présenté, excuse-moi. Et là, je vais demander à Aurélie Jean de venir me rejoindre. Et là, j'oublie pas de te présenter. Donc, elle est docteur en sciences, entrepreneuse et autrice spécialisée en sciences algorithmiques. Alors, Aurélie va vous présenter les algorithmes inclusifs conçus pour tous et par tous. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je vais vous parler en fait de l'IA dans le futur et en particulier des modèles qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et pour s'assurer en fait que ces modèles puissent être inclusifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils puissent fonctionner sur tout le monde de la même manière. Et si une différence de traitement existe, elle est liée sur des critères objectifs et non donc par exemple, pas mal de choses. Par exemple, on n'a pas forcément les mêmes notes à un examen et c'est basé sur des critères objectifs, mais certainement pas sur des critères discriminants. Et c'est d'autant plus important que aujourd'hui, en fait, on a peu d'encadrement sur le développement de ces algorithmes d'intelligence artificielle qui nous empêchent en fait d'avoir un recul sur leur impact et aussi avoir des bonnes pratiques sur comment les développer. Donc, je vais vous parler donc des algorithmes inclusifs conçus pour tous et par tous. Et le pour tous et par tous, c'est important puisque vous verrez vers la fin de la présentation que l'une des solutions est justement que toutes les personnes qui entourent le développement et l'usage de ces algorithmes puissent être introduits, intégrés dans la conception de cet algorithme. Donc lorsqu'on pense à intelligence artificielle, beaucoup de gens pensent à des films de science-fiction. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Moi, je suis une grande fan moi-même de science-fiction. Donc il y a Minority Report, Terminator, Black Mirror, Matrix, etc., etc. Tous ces films, en fait, ont des particularités propres qui sont qu'elles nous projettent dans un futur avec un contexte scientifique et technique qui nous fait réfléchir à notre temps présent pour nous projeter justement dans un futur parfois imaginé, fantasmagorique, mais en tout cas parfois possible. Je vous donne un exemple, c'est Minority Report, donc qui est l'histoire, donc c'est basé sur l'œuvre de Philip K. Dick, mais qui ensuite a été adaptée par Spielberg et qui raconte l'histoire de 3 êtres au pouvoir surnaturel qui arrivent à voir les crimes dans le futur. On est en 2054 dans la ville de Washington aux États-Unis. Bien, sachez en fait que cette technologie a existé, pas par des pouvoirs aux êtres surnaturels, mais par des algorithmes. C'est la société Predpol, Predictive Police, qui a développé à partir d'un modèle de prédiction de séisme qu'il a adapté pour prédire les crimes dans la ville de Los Angeles. Cet outil a été arrêté en avril 2020 pour des risques de discrimination raciale. Et je vous le dis d'autant plus que tous ces sujets qui sont abordés ici, la science-fiction doit nous permettre de nous interroger sur notre temps présent, ne doit en aucun cas être un référentiel pour imaginer tout ce que l'IA peut faire, est-ce qu'elle ne peut pas faire, est-ce qu'elle fera un jour, au risque en fait d'avoir des pensées limitantes ou au pire, encore pire en fait, de fantasmagorie sur des choses qui n'arriveront jamais. Alors moi, j'utilise rarement le mot IA ou intelligence artificielle parce que je pense qu'il est confusant pour plein de raisons. La première est que dans le mot intelligence artificielle, le mot intelligence n'est pas explicité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les années 50, lorsque le mot est introduit, c'était le sens intelligence dans le sens anglais qui est information, intelligence, comme CIA, BI, et que ce sens, en fait, a un peu très vite disparu pour tomber dans le sens commun qui est l'intelligence qu'on utilise au quotidien. Et ce mot intelligence, encore une fois, n'est pas explicité, pour une autre raison, qui est en fait de quel type d'intelligence on parle. Il y a plein de types d'intelligence, analytique, créative, émotionnelle, pratique, le fameux sens commun, etc. Et donc, c'est un mot que j'évite. Moi, je préfère parler d'algorithme et de data, puisqu'en fait, ce qu'on fait littéralement lorsqu'on développe un modèle d'IA, on va développer un algorithme, quel qu'il soit. Donc, ça peut être des algorithmes d'apprentissage machine qui ont été expliqués donc, à la première présentation. On peut aussi avoir des algorithmes, ce que j'appelle explicites, qui sont par exemple des gros modèles mathématiques ou des arbres décisionnels, des choses relativement simples ou assez compliquées que l'on va implémenter dans un code de calcul. Et puis, on peut aussi avoir des modèles hybrides. En tout cas, dans tous ces cas, ce qui se passe, c'est que ces algorithmes vont être entraînés ou calibrés sur un jeu de données, puis validés sur un autre jeu de données, pour au final fonctionner dans des conditions réelles sur des jeux de données de la vie réelle, de scénarios en fait du quotidien, dans la plupart du temps des scénarios qui n'ont pas été vus strictement dans ces conditions par l'algorithme durant sa phase de construction. Et je vous dis ça parce que, partant de ce principe, on comprend en fait les différents
scandales et controverses qu'on a pu voir ces dernières années sur justement l'intelligence artificielle et les algorithmes qui nous ont quelque part détourné des vrais enjeux de comment résoudre en fait ces problèmes à travers des déclarations parfois somme toute bancales, comme par exemple les algorithmes sont racistes, les algorithmes sont sexistes, qui sont en fait des phrases bancales puisque l'algorithme en fait n'est ni une personne morale, enfin ni une personne physique et ne peut pas avoir de responsabilité juridique. Cela étant dit, en comprenant comment ces algorithmes fonctionnent, on peut du coup comprendre d'où vient la responsabilité et on peut surtout essayer d'éviter ces scandales et ces controverses en ayant des bonnes pratiques de développement, mais je reviendrai un peu plus loin. Je prendrai cet exemple. Donc cette femme, c'est Joy Buolamwini, qui est une chercheuse au MIT qui à l'époque travaillait au Media Lab dans le cadre de son mémoire de recherche et qui, dans son travail de recherche, devait utiliser un algorithme de reconnaissance faciale. Donc on est en 2016. Cette photo vient d'ailleurs d'un TED Talk qu'elle a fait en 2016 que je vous recommande, qui dure 10 minutes, où elle fait l'expérience en live et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Et donc elle utilise cet algorithme de reconnaissance faciale qui ne fonctionne pas sur elle. Enfin, pour le début, elle voit qu'il ne fonctionne pas. Et elle se rend compte qu'il fonctionne sur ses collègues. Et à un moment, elle réalise que la différence entre ses collègues et elle, c'est la couleur de peau. Et pour démontrer ça, elle met un masque blanc sur son visage et l'algorithme reconnaît instantanément son visage. Et donc, elle réalise qu'elle est victime et témoin, observatrice, en fait, de ce qu'on nomme une discrimination technologique. C'est lorsqu'un outil technologique qui embarque ici de l'intelligence artificielle à travers un algorithme d'apprentissage machine, en l'occurrence ici sur réseau neuronal profond, pour justement identifier ces visages et que l'algorithme ne n'identifie pas tous les types de visages. La raison est pourquoi ? Plusieurs raisons. Si c'est un algorithme entièrement d'apprentissage machine, ce qui est fortement probable, le jeu de données qui a été utilisé pour entraîner l'algorithme est certainement composé uniquement, ou majoritairement dans la majorité écrasante, d'individus, de photos d'individus à la peau blanche. Pourquoi ? Certainement parce que les gens qui ont développé cet outil, cet algorithme, étaient principalement composés, voire uniquement composés d'individus à la peau blanche. Et quand je dis ça, je ne blâme pas les développeurs, je ne blâme pas les concepteurs, on est tous responsables. Par contre, ce qu'il faut, c'est de prendre en considération en fait les risques de discrimination technologique qui viennent d'où ? Qui viennent de nos propres biais. Nous avons des biais cognitifs liés à notre histoire, notre couleur de peau, notre langue, mais aussi nos origines sociales, etc., plein d'autres choses, et ces biais cognitifs peuvent se transférer vers des modèles algorithmiques que nous développons. J'ai moi-même failli introduire un biais algorithmique il y a des années dans un modèle en fait de réponse du cerveau humain à un choc. Et donc il faut prendre conscience de ça de façon à éviter à ce que nos biais cognitifs se transforment en des biais algorithmiques et donc à de la discrimination. Je vous conseillerais un livre qui est sorti la même année de Cathy O'Neill, qui est une grande data scientist et qui a introduit au grand public, ça a été l'une des premières à introduire au grand public la notion de biais algorithmique à travers un titre qui est assez provocateur, Weapons of Mass Destruction, pour parler de la science algorithmique. Moi, je suis plutôt assez positive en me disant que le fait d'avoir tous ces scandales et ces controverses montre une chose, c'est que des choses que l'on pensait avoir disparu dans notre société, comme la discrimination ethnique, raciale, sexiste, de genre, même sur l'âge, en fait existent toujours. Et donc c'est une manière de la révéler pour mieux la réparer. Je vous donnerai d'autres exemples qui sont apparus ces dernières années, depuis 2016 en l'occurrence. Vous avez sûrement entendu parler de l'application d'Apple Card, donc ça c'est il y a quelques années, en 2018, où en fait Apple Card avait une application pour aller estimer les lignes de crédit d'un individu en fonction de ses conditions fiscales, de son historique de crédit, de ses revenus. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour un homme et une femme avec exactement les mêmes salaires, les mêmes conditions fiscales, les mêmes historiques de crédit, l'homme pouvait avoir jusqu'à 20 fois plus de crédit que la femme. La question, c'est pourquoi. Alors, par ailleurs, ce n'est pas Apple qui avait développé l'algorithme, mais Goldman Sachs qui avait vendu cet algorithme à Apple. Et c'est important parce que on a tendance, en fait, à croire que parce qu'on ne l'a pas développé l'algorithme, mais parce qu'on l'a acheté, on n'est pas responsable. En fait, vous l'êtes parce que vous devez connaître quelles sont les pratiques, en fait, de la personne, de l'équipe, de l'entité qui a développé cet algorithme pour mieux prendre en considération les risques et mitiguer ces risques, en fait, au regard du risque réputationnel et aussi de l'impact social de telles discriminations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là ? Certainement donc un algorithme d'apprentissage machine, parce que j'imagine bien qu'on n'a pas mis une condition explicite en disant que si on était une femme, on avait 20 fois moins de crédit qu'un homme, je l'espère. En tout cas, l'idée ici, c'est que un algorithme est souvent entraîné, on crée des données synthétiques certes, mais on est souvent entraîné sur des données, des scénarios en fait qui se sont réellement passés dans la vie concrète, donc du passé.
du présent et du passé. Dans le cadre en fait d'un algorithme qui va estimer les lignes de crédit, ce qui a dû se passer certainement, c'est que les lignes de crédit accordées aux femmes il y a 10, 20, 30 ans étaient très différentes des lignes de crédit qui sont accordées aujourd'hui, pour la simple bonne raison qu'en fait il y a eu une émancipation économique des femmes et c'est tant mieux. Et en fait là l'algorithme ne faisait que reproduire aujourd'hui une représentativité statistique du passé. Donc c'est aussi très grave. Pourquoi ? Parce qu'on va transformer une représentativité statistique en une condition systématique, ce qui n'est pas acceptable. Donc toutes ces choses-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a plein d'autres exemples qui sont sortis. Vous remarquerez donc le 2020 du MIT Technology Review, un article donc, qui est Predictive Policing Algorithms are racist, they need to be dismantled. Donc, racist, moi je n'aime pas dire que les algorithmes sont racistes parce qu'on divise un peu nous sommes racistes et nous concevons ces algorithmes, nous les utilisons. Et donc c'est important donc là ça parle vraiment de l'algorithme Predpol dont je vous ai parlé et qui rappelle le film Minority Report. Tous ces exemples sont importants à comprendre. Puisqu'en fait, moi j'aime toujours aller regarder ce qu'il y a derrière le décor. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un scandale algorithmique ou une controverse, on a tendance à le voir de manière très étroite, en allant tout de suite vers la solution qui nous rassure, qui est de dire en fait que les gens ont juste pas réfléchi, que des erreurs ont été faites de manière intentionnelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un d'avoir fait une erreur. Par contre, on peut blâmer une personne de ne pas avoir fait l'effort de minimiser ce risque d'erreur. Je dis ça d'autant plus que moi-même je développe des algorithmes et que je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de biais dans mes algorithmes. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une gouvernance des méthodes de développement, de conception, de tests et de validation et de déploiement, mais aussi de test de l'algorithme une fois qu'il est utilisé par des utilisateurs, alors pas encore des millions dans ce que je développe, mais j'espère un jour. Et donc typiquement, ces méthodes me permettent de garantir en fait que je minimise le risque de biais algorithmique et donc de discrimination technologique. Mais encore une fois, je ne peux pas dire dans l'absolu qu'il n'y en a pas. Et donc c'est ça qu'il faut aller regarder, c'est l'effort entrepris en fait par ces gens qui développent ces algorithmes pour diminuer le risque. Et ça passe par plein de solutions. Donc comment on lutte contre ces biais algorithmiques et donc contre la discrimination technologique ? Il y a plein de solutions qui existent. Alors, premièrement, souvent les gens pensent à la loi. On vient de voter en juin dernier au Parlement européen, donc le AI Act européen, qui est actuellement en pourparlers dans chacun des pays de l'Europe. Les États-Unis viennent faire une déclaration justement il y a 2 jours dans l'office pour justement définir la vision de quel serait un encadrement des intelligences artificielles. La loi ne peut pas tout faire. La loi, elle vous donne un cadre proactif, punitif, mais en tout cas, elle ne peut pas tout faire. Et souvent, ce que je dis, c'est que la loi, elle vous donne ce cadre, mais il faut même aller au-delà et essayer de développer au sein de ces équipes des bonnes pratiques. Et c'est là où je parle de gouvernance algorithmique. C'est-à-dire que la gouvernance, on a tendance à l'associer à la loi, mais je pense que la loi, c'est un petit pilier de la gouvernance. La gouvernance, ça va plus loin, c'est commencer par formuler la question à laquelle on souhaite répondre. C'est-à-dire qu'en fonction de la formulation de la question, on va donner des réponses très différentes. Donc on va définir des algorithmes très différents. De la même manière, c'est des tests effectués sur les jeux de données sur lesquels l'algorithme va être construit, calibré, entraîné, sur lequel il va être aussi validé. Donc je reviens par exemple au cas de Apple Card. Si des tests avaient été réalisés sur les jeux de données, on aurait vu en fait qu'il y a une forte différence entre les lignes de crédit accordées aux femmes et les lignes de crédit accordées aux hommes dans le passé, ce qui aurait pu une alerte en disant cette représentativité statistique dans l'échantillon de données sur lequel l'algorithme a été construit va être transféré à l'algorithme lui-même et ça peut être dangereux en fait sur la reproductibilité en fait de ce qu'on appelle des signaux faibles et des signaux forts dans le jeu de données. Aussi donc introduire les gens du métier dans la conception. C'est aussi un très bon exemple Apple Card. Pourquoi ? Goldman Sachs, lorsqu'ils ont construit cet algorithme, ils l'ont sûrement construit donc avec des excellents docteurs en sciences, des data scientists, des engineers, mais en réalité en fait il faut absolument faire ce genre d'algorithme avec des gens du métier, donc en l'occurrence ici des gens du domaine du crédit, de la finance de détail. Pourquoi ? Parce que ces gens aussi ont des réflexes, ont une expérience qui leur est propre et qui ont du coup des questions systématiques à poser sur les jeux de données que le data scientist manipule, et encore faut-il qu'ils soient formés. Et ça revient à ce que disait Nadia tout à l'heure, c'est que la gouvernance algorithmique, elle a introduit aussi des notions de formation. Moi je dis souvent par exemple dans mon équipe, on n'utilise pas un mot qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas expliquer à d'autres. Je me l'applique à moi-même. Et je donne cet exemple puisque ça nous pousse en fait, le simple mot apprentissage machine ou apprentissage automatique, peu importe le mot que vous utilisez, je dis tout le temps, si tu ne sais pas l'expliquer, ne l'utilise pas. Et ça force les gens en fait à chercher à expliquer et donc à se former eux-mêmes. Et pour ça, il faut leur donner des outils. Il faut leur donner des moyens en fait d'augmenter leurs compétences et de pouvoir le transmettre à l'autre.
Dans la gouvernance, on a aussi des tests appliqués sur les algorithmes une fois qu'ils sont déployés et mis en production, etc. Donc il y a plein de choses qui doivent être faites pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de biais algorithmiques, en tout cas de clamer qu'on est capable de dire donc qu'on a minimisé le risque de ces biais. Et c'est vraiment le challenge de demain, au regard en fait du nombre de modèles qu'on est en train de développer aujourd'hui, de leur complexité, de leur niveau d'abstraction aussi. Et j'en parle pas ici, mais il y a la notion d'explicabilité algorithmique, qui est toute une science qui provient de la statistique et qui s'intéresse à aller extraire ou maîtriser la logique de l'algorithme. Et ça fait partie en fait des piliers de la gouvernance pour arriver à minimiser le risque de biais algorithmique en maîtrisant davantage en fait la conception de notre algorithme. Je finirai par quelques lectures, parce que j'aime souvent donner des lectures aux gens pour qu'ils puissent étendre en fait leurs connaissances et qu'ils puissent du coup avoir un rappel et aller peut-être même plus profondément dans les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc je reprends le livre de Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction, le livre de Kate Crawford qui est ensuite en français. Les deux sont en français d'ailleurs, de Cathy O'Neil et de Kate Crawford. Donc Kate, elle a fait donc tous les gens que je cite ici, je les connais et c'est des gens que j'apprécie énormément et dont j'apprécie le travail. Kate Crawford a fait un excellent livre en fait où elle balaye tous les enjeux d'aujourd'hui de l'IA. Donc elle parle beaucoup de discrimination technologique, elle parle aussi des enjeux environnementaux, du digital labor, de toutes ces choses-là, et bien sûr en parlant des choses positives, de tout ce que ça peut apporter, c'est-à-dire tous les bénéfices qu'on peut tirer en limitant les menaces. Il y a plein d'autres sujets, vous verrez. Et puis, je me suis permise aussi de mettre mes 3 derniers livres, donc mes 3 essais sur l'algorithmique. Il y a aussi les livres donc, de Mark Zuckerberg, que j'adore, qui est AI Ethics and the Political Philosophy of AI, et le livre de Luc Julia, et en particulier le premier que je n'ai pas mis ici, mais qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, et que je pense qu'il est une bonne introduction à l'intelligence artificielle, au même titre que le livre juste avant, dans ma slide d'avant, de Meredith Broussard, qui parle de Artificial Unintelligence, pardon. Voilà, je vous remercie infiniment.